Afin de permettre au président de réagir rapidement, un officier militaire lui est affecté. Il le suit partout. Il ne doit pas être à plus d'1 minute du président. Donc si celui-ci monte dans un ascenseur, il le suit. Si le président dort à la Maison-Blanche, l'officier est posté devant sa porte. Il a une mallette attachée au poignet. Et dans cette valise se trouvent tous nos classeurs remplis de frappes militaires préapprouvées. Pierre de Jonghe a été l'aide de camp de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac. Il connaît le rôle essentiel du porteur de la mallette nucléaire. Si demain, il y a un truc grave qui se passe, une menace, vous voyez, il se passe quelque chose, et d'un coup, on découvre que les Russes sont en train de monter en puissance et que probablement, ils peuvent tirer éventuellement un missile nucléaire dans quelques heures. Et là, il faut que le chef de l'État prenne des décisions. Et la décision, il peut la prendre effectivement au fond de la pizzeria italienne ou au fin fond du champ de maïs sud-africain. Et là, comment il fait pour le faire? Et là, le l'aide de camp, il y a une technique, il y a une logique pour que l'aide de camp accompagne, si le président le souhaite, il va accompagner le président dans la décision et dans la décision d'ouvrir le feu. Protégé du souffle et des radiations atomiques, doublement hermétique avec ses portes blindées, le souterrain occupe une surface de 15 mètres sur 30. S'il n'est pas en déplacement à l'étranger, le président français organiserait un conseil de défense au PC Jupiter, un bunker construit dans les années 70 sous l'Élysée. Les cartes du monde sont tendues sur les murs. Voici le PC Jupiter. De cet espace confiné peut être déclenchée la force de frappe française. Il existe très peu d'images de ce lieu ultra sécurisé. L'Élysée peut en quelques secondes actionner les sous-marins, les missiles, les mirages de la force aérienne stratégique. En 2020, Emmanuel Macron y avait réuni plusieurs conseils de défense au moment du Covid. En cas de menace nucléaire, le dispositif est assez similaire. Autour du président, des personnages clés comme l'amiral Jean-Philippe Roland, son chef d'état-major particulier qui le conseillerait. C'est le rôle du Conseil de défense de proposer des options au président de la République qui appellera Joe Biden, qui appellera son homologue britannique, qui appellera Olaf Scholz. Et donc, tout ceci peut se faire dans des temps réduits, mais ce qui est très important, c'est d'avoir des informations fiables sur le bureau pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt, serait lui chargé de préparer les plans de frappe et les cibles en fonction des différents scénarios. Première hypothèse, un missile russe exploserait au-dessus de la mer Noire. Ça ne fait pas des dégâts considérables, peut-être quelques bateaux, mais c'est un signal politique. On peut imaginer que ce soit une sorte de démonstration de force de la part de Vladimir Poutine, d'un Poutine un peu désespéré, qui essaie de faire quelque chose qui renverse la table. La mer Noire, c'est un espace international, donc l'OTAN n'est pas agressée, l'Europe n'est pas directement concernée. En plus, si c'est en altitude, ça ne fera pas de retombées radioactives. Mais la probabilité de ce scénario est en fait très faible. Même si ce serait spectaculaire, ce n'est pas assez spectaculaire. Cela n'indique pas suffisamment de détermination. Il est donc plus probable qu'il opterait pour un autre scénario. Ce serait d'utiliser une arme nucléaire relativement petite sur des cibles militaires en Ukraine. C'est la deuxième hypothèse. Une ou plusieurs frappes en Ukraine qui élimineraient un port ou une petite ville. Si la Russie franchissait cette ligne, si elle utilisait une ou une douzaine d'armes nucléaires en Ukraine, ce serait un niveau de destruction jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait une réaction mondiale immédiate. Ce serait un isolement économique total. Les sanctions que vous voyez maintenant sur la Russie semblent dures, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous pourrions faire. Nous pourrions fermer les ports russes en 24 heures. Rien ne sortirait, rien n'entrerait en Russie. Le pays serait complètement isolé à cause de cet événement sans précédent. Troisième hypothèse, un tir visant un pays de l'OTAN. Par exemple, une base aérienne en Pologne.
Ou alors, encore plus improbable, une capitale européenne comme Paris. Quels dégâts pourrait provoquer une frappe nucléaire sur l'intérêt vital principal de la France, le centre du pouvoir politique? Alex Wellerstein est un professeur d'histoire spécialiste des armes nucléaires. Il a mis au point un simulateur capable de calculer quels seraient les effets de l'explosion d'une arme nucléaire à l'échelle d'une ville. Nous lui avons demandé de simuler une explosion équivalente à la bombe Hiroshima au-dessus de l'Élysée. Et voici le résultat. Ici, vos chances de survie sont très faibles. Quand vous êtes un peu plus loin dans ce rayon-là, vous n'êtes plus vraiment dans la zone à risque. Plus on s'éloigne, plus les chances de survie augmentent. Une bombe de 10 kilotonnes détruirait tout de la place de l'Étoile jusqu'au musée du Louvre et provoquerait la mort de plus de 91 000 personnes. Une arme de 100 kilotonnes causerait des destructions massives de la capitale avec plus de 385 000 morts. Cela surprend souvent les gens parce qu'ils pensent qu'avec une explosion nucléaire, tout est détruit, alors que cela dépend de la taille de ces bombes. Là, on parle vraiment d'un cas qui est extrêmement peu probable parce que le gouvernement russe, le président russe, sait qu'en conduisant une attaque nucléaire contre un pays de l'OTAN ou même contre un pays de l'Union européenne, il s'expose à des représailles nucléaires qui seraient catastrophiques pour son pays. Quelle que soit la cible, Poutine briserait-il le tabou nucléaire? Oserait-il vraiment le faire?